I couldn't say I don't hope, and then, but because you have everything, excuse me, everything to gain or to lose. But now, also while I was sitting there watching the film, much of which was filmed in West Africa, I've always said that I marvel that any film ever gets finished. I've been on lots of locations, lots of sets. But looking at your picture, I just can't believe what you people must have gone through to do that. Was there ever a time, Christopher, when you said to yourself, what in the world am I doing here? Not when I was in Cameroon. I asked myself what I was doing here the first time I was facing, when we started training, when we started chimping, to learn the chimp behavior. When I was facing another human being going hoo-hoo, and you think, but how am I going to do it? How am I going to forget about myself and just be an animal? And the first months I couldn't believe it. That was probably the most difficult side of it, is to forget about yourself and just be an animal. Ça fait très longtemps que je n'avais pas vu ce film. On va dire même peut-être plus de 15 ans, 20 ans. Et ces temps-ci là, comme je dis aussi, même dans le monde du cinéma et tout, j'ai un peu moins, comment dire, un peu moins la dalle de découvrir de nouveaux films. Je suis un peu dans la nostalgie là, et je me suis dit, oh, ça fait longtemps que j'ai pas regardé Greystoke et tout, et je m'étais jamais renseigné vraiment sur comment le film avait été fait, comment le truc était fait. Je suis un peu je sais pas, je suis tombé un peu sur une interview de Christophe Lambert et tout, il y a de cela 2 semaines, 3 semaines. Je savais pas qu'il était si vieux, il allait même très malade et tout. Christophe Lambert, un peu, qui, pour ma génération, un peu, il a bercé un peu notre génération, hein, que ce soit avec ce film là, Highlander, ou Subway aussi, Subway de Luc Besson. Et Greystoke, un peu, ça faisait longtemps que je voulais encore le revoir un peu, parce que dans mes souvenirs, je me rappelle que c'était quelque chose que je trouvais très très génial et tout. Greystoke, qui est l'histoire un peu de Tarzan, qui est son vrai nom, John. Je crois que son nom c'est John Lord Clayton et tout. Et Greystoke, un peu, est un film qui me montre à quel point aussi c'est compliqué maintenant de faire des films, comment on n'arrive même plus à faire des gros blockbusters un peu comme ça là. Des gros blockbusters brillants comme ça là. Franchement, comme je l'ai répété plusieurs fois, de ça là, même avec mon sujet sur F1 et tout, le blockbuster c'est un art. Ça va faire un blockbuster, c'est un art et autres et tout. Et Greystoke un peu me rappelle un peu comment Hollywood a perdu un peu cet art et tout, surtout dans ce projet là, qui était un peu un projet particulier, qui a été impulsé par Robert Town. Robert Town, un peu, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, Robert Town, un peu, c'était un célèbre comment on appelle ça, un célèbre écrivain et autres et tout, qui vient un peu de la génération du nouvel Hollywood, là, de la génération un peu des Roger Corman, Jack Nicholson, etc. là. Cette génération un peu fin des années 60, milieu des années 60, début des années 70 là, Roger Corman, Peter Fonda, comment il s'appelle encore, Denis Hopper et toute leur bande là et tout qui est truc. Et Robert Town, un peu, c'est lui qui avait impulsé plus ou moins un peu la création de cette version un peu de Tarzan. Et on n'était pas à la première adaptation de Tarzan dans les années 50, même si je l'ai jamais vraiment vu les anciens et tout. Je connais de l'histoire de Tarzan un peu moins. Je suis pas très connaisseur, un peu même l'histoire de Edgar Asborough. Je connais pas vraiment l'histoire de Tarzan en profondeur un peu. Je dois avouer même que c'est ce film-là qui m'a plus ou moins ouvert. Non, je pense que c'est l'animé qui m'avait ouvert un peu, l'histoire un peu de Tarzan. Et Robert Town, un peu, c'est un incroyable écrivain et tout, qui avait participé notamment un peu à la création, qui a gagné un Oscar même pour le script de Chinatown. Je vous conseille vraiment ce film-là. S'il avait gagné un peu comment on appelle ça,
l'Oscar un peu pour le film Chinatown. Et c'est pas seulement le truc, hein, il a beaucoup écrit des films même que j'ai beaucoup aimé, un Day of Thunder aussi de Tony Scott, que je trouve que c'est un film même très sous-coté d'ailleurs, de film. Même il avait participé aussi, si je me trompe pas, aussi à l'écriture un peu du premier film Mission Impossible, que je pense toujours de mon point de vue avec le troisième film que c'est les meilleures Missions Impossibles. Pour moi, j'aime toujours le 1 et le 3. Je sais pas pourquoi je dis pas que les autres sont mauvais, mais le meilleur Mission Impossible, c'est toujours le 1 et le 3 pour moi. Et tout. Et il avait participé un peu à l'écriture de ces films-là. Et c'était vraiment par lui que l'impulsion un peu de ce film se faisait. Plus ou moins, parce que c'était un script qui travaillait depuis déjà dans les années 70. C'est vrai que le film est sorti en 84, mais ça a pris beaucoup de temps avant d'être adapté. Ça faisait partie un peu de la liste. Souvent, à Hollywood, il y a souvent la liste, même jusqu'à aujourd'hui, la liste des scripts non finis et qui attendent un réalisateur pour être adapté. Parfois, ça prend 10 ans, parfois, ça prend 5 ans, parfois, ça prend 3 ans, parfois, ça ne se fait même pas et ça reste toujours là. Et pendant longtemps, un peu, pendant la création de ce script-là, et tout, ça prenait beaucoup de temps un peu pour pouvoir le faire, etc. Il avait même pensé à un moment donné de vouloir le réaliser, mais après beaucoup de péripéties, beaucoup de trucs et tout, le truc restait en stand-by, et à un moment donné, il a dû vendre les droits, une partie des droits du film. Je sais plus, c'était à la Warner, oui, je crois que c'était à la Warner, qu'il a dû vendre un peu une partie des droits du film, voilà, le faire et tout. Et il n'avait pas fini la deuxième partie du script. La deuxième partie du script était encore pas finie. La première partie, il avait plus ou moins un truc, mais il avait juste laissé des esquisses un peu pour la deuxième partie du script. Et c'est là où apparaît vraiment ce gars qui s'appelle Hugh Hudson. Hugh Hudson, un peu, qui avait gagné déjà l'Oscar 81 pour le film Chariot of Fire. Hugh Hudson aussi, que je connais pas vraiment, il y a pas vraiment beaucoup de films que j'ai vu de lui, mais je vois un peu beaucoup de choses qu'on écrit un peu sur Chariot of Fire. Je connais pas du tout ce film-là, mais il y a beaucoup, quand je regarde un peu dans les écritures un peu, il y a beaucoup de trucs dithyrambiques sur ce film-là. Je pense même un prochain film que je vais essayer de regarder, parce que ça, je le connaissais pas du tout. Et tout, et même sa filmographie est complètement, c'est-à-dire, complètement nouvelle, hein. De tout ce qu'il a fait, je ne connaissais pas. Et ce Hugh Hudson aussi, qui était justement auréolé de cet Oscar-là gagné par Chariot of Fire, apparemment, qui a l'air d'un film excessivement génial. Je vais essayer de le regarder. J'ai regardé le trailer et tout, plus ou moins a décidé de prendre en main, enfin, cette adaptation un peu particulière, une adaptation qui se voulait un peu plus, on va dire un peu plus réaliste, un peu plus réaliste, qui se déroulait en deux parties, plus ou moins. Une partie où on allait d'abord se concentrer sur le personnage de Tarzan dans la nature, et la deuxième partie qui se déroulera en Angleterre. C'est pour ça que le film est séparé un peu en deux. Robert Town, il avait une vision qui était beaucoup plus globale. Oui, c'était une vision, il voulait faire carrément un grand spectre de 4 heures sur ce Tarzan. Bon, c'est quand même, ça fait quand même 2 heures, ou carrément 2h30 même, je dirais. 2h30 un peu que ce film fait et tout, mais l'autre, la vision de Robert Town était beaucoup plus encore longue, un peu dans le script qu'il avait imaginé, un peu plus ou moins. Et Robert Town, un peu, qui était un peu frustré un peu de l'avoir vendu son film, de savoir un truc, il avait décidé de, en petite crotte de nez un peu par rapport à ça, accréditer un peu son nom dans le script un peu par le nom de son chien. C'est le nom de son chien, il avait donné, c'est quoi, PH Vazak, c'est un peu le nom de son chien, il avait crédité ça. Et ce qui est marrant, parmi les nominations aux Oscars que ce film a eu, parce que ce film a eu beaucoup de nominations aux Oscars, il y a un film qui n'a pas eu forcément un grand succès aux États-Unis, mais qui a eu un grand succès en Europe et tout, mais qui a été récompensé quand même plus ou moins de plusieurs nominations aux Oscars à cette époque-là. Et il avait été nominé pour le Best Screenplay. Il n'avait pas forcément gagné, mais il avait nominé pour le Best Screenplay parmi les Oscars et tout. Et voilà quoi. Même aussi dans la conception de comment s'est passé ce film-là, la conception s'est passée vraiment d'une manière particulière, parce que dans le choix des acteurs qu'on avait pour Tarzan, il y avait deux choix qui se posaient. Il y avait Viggo Mortensen,
il y avait un autre un peu qui était un danseur de ballet danois un peu dont j'ai oublié le nom, dont je vous remettrai là, et il y avait Christophe Lambert et tout. Et à un moment donné, pour le rôle de Tarzan, Christophe ou John Clayton, pour le rôle de Tarzan et tout, le rôle de Tarzan se jouait entre deux personnes, Viggo Mortensen et Christophe Lambert. Et Christophe Lambert a remporté un peu le rôle un peu de toute la parce que Hugh Hudson aimait beaucoup son regard un peu perçant et tout, du fait qu'il soit myope, parce que Christophe Lambert est myope, c'est pour ça que vous le voyez souvent avec les lunettes, c'est quelqu'un qui a un problème myope, et souvent nous les myopes, moi-même je suis quelqu'un qui est myope aussi, on a notre myopie parfois crée un certain type de regard qu'on confond à quelque chose de perçant, alors que c'est non, parce qu'on n'arrive pas à bien voir de loin et autres, et plus ou moins c'est cet état de fait là qui a permis qu'il remporte le rôle, participer à une énorme musculation, pour qu'il était presque pas musclé, mais travail physique un peu qu'il a dû un peu avoir un peu pour retenir ce rôle-là, et aussi plus ou moins aussi la première apparition cinématographique d'Andie McDowell. Andie McDowell aussi, c'est le premier film d'Andie McDowell avant qu'elle ait la fabuleuse carrière, le premier film où elle a apparu dans sa carrière, c'est ce film-là. C'est ce film-là, plus ou moins, qu'il a mis sur le truc. Mais comme vous pouvez le voir aussi, il y a quelque chose qui était assez particulier aussi sur le rôle d'Andie McDowell, c'est que Andie McDowell à l'époque là, elle devait jouer Jane qui normalement dans l'histoire elle vient d'Angleterre, mais comme elle c'est une fille qui vient du sud des États-Unis, elle a son accent sudiste qui était assez prononcé. Donc ce qui s'est passé un peu et que je trouve un peu absurde un peu, c'est que à un moment on a doublé sa voix par rapport à celle de Glenn Close, dont la voix qu'on entend dans la version originale, un peu quand vous regardez la version originale de Greystoke et tout, ce n'est pas la voix de Andie McDowell, c'est la voix de Glenn Close et autres, et tout, quelque chose qui a beaucoup blessé l'actrice un peu, qui se demandait mais pourquoi on l'a pris. Et c'est assez marrant parce que après ça, elle qui n'avait pas vraiment pris, qui ne prenait pas des cours de théâtre, qui avait été, si je me trompe pas, découvert par Hugh Hudson par rapport à un magazine qu'elle avait vu, je crois qu'elle était modèle avant et autres et tout. Cet état de fait a permis à booster un peu l'ego de Andie McDowell à partir prendre des cours d'actrice, et c'est assez marrant un peu comment cet état de fait a permis à ce qu'elle fasse des cours d'actrice, ça lui a donné l'orgueil un peu de travailler en tant qu'actrice pour que ce genre de choses ne puisse plus revenir un peu avec elle. Et après plus ou moins vous voyez un peu l'immense carrière qu'elle a et l'actrice qu'elle est devenue après et tout. Mais c'est vrai que quand tu regardes encore le film et tout, c'est pour ça que je me demandé est-ce que c'est pas le premier film qu'elle apparaissait, et quand je suis parti faire mes recherches, je me suis rendu compte c'était son premier film en fait. Tu pouvais voir encore qu'elle n'était pas tellement à l'aise avec la caméra, qu'elle n'était pas encore très à l'aise. C'est pas la Andie McDowell qu'on va voir par exemple dans Groundhog Day ou cas de mariage ou un enterrement. C'est pas encore cette Andie McDowell là et autres et tout, ça va venir bien après. Au tout début elle était encore très frêle et tout, mais malgré cela sa performance n'entache pas véritablement le film. Et Christophe Lambert incroyable dans ce film. Plus ou moins l'histoire de Tarzan elle est plus ou moins connue, c'est l'histoire un peu de ce Lord Clayton, un peu de ce jeune de John Clayton, un peu orphelin un peu de deux parents, qui se fait élever par toute une tribu de singes, et plus ou moins en se faisant élever par cette tribu de singes, il en devient au fur et à mesure, en grandissant dans ces trucs-là, en grandissant dans cet élément-là, le leader un peu de ces singes-là. Et il fait la rencontre un peu de ce Belge, qui est si je me trompe pas, dans l'histoire un peu qu'ils ont raconté ici, qui est un peu différente un peu de l'histoire originale, où cet homme belge qui est un explorateur un peu, qui a eu un accident assez particulier, que le personnage de John Clayton, quand il est adulte, vient le secourir, et c'est ce dernier-là qui le commence à apprendre un peu à parler, à pouvoir s'exprimer, à pouvoir truc, et de ce fait-là, et tout, plus ou moins, plusieurs péripéties, ce qui va arriver dans la deuxième partie, pas
la recherche un peu, pas de ses parents, mais de son origine, et on se rend compte qu'il est le petit-fils d'un lord anglais très, très, très important qui s'appelle, je ne sais plus comment s'appelle encore son grand-père là, et il commence à vivre avec ce grand-père. Il y a cette dichotomie de cet individu-là qui a grandi dans un univers sauvage, et qui a grandi dans un univers sauvage, qui après, quand il revient un peu, quand il vient dans cet univers sauvage là, et qui vient dans un milieu un peu élitiste anglais, un peu très compliqué un peu pour lui, qui normalement de naissance il vient il est d'origine élitiste un peu. C'est un peu la dichotomie et autres et tout, mais à travers ce rapport là, il y a aussi un questionnement du film un peu que je vois maintenant avec l'âge adulte, qui est le questionnement un peu qu'est-ce qui nous définit en tant qu'individu, l'endroit, notre lieu de naissance ou l'endroit où on a grandi. Et il y a un rapport un peu de classe sociale, un peu plus ou moins un peu social là, qui sont vraiment on va dire un peu les animaux sauvages un peu. Est-ce que c'est les hommes un peu dans leur manière à vouloir toujours contrôler la nature un peu comme on le voit un peu dans la deuxième partie, ou c'est le fait de vivre à l'état sauvage ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de questionnements et autres qui est bien fait et qui est, on va dire un peu, est plus ou moins laissé à libre à notre interprétation, plus ou moins dans cette dans ce film épique d'aventure un peu et tout. Et franchement, moi je l'ai adoré, hein. Je l'ai adoré. Il a très bien vieilli et autres et tout. C'est vrai que certaines scènes un peu me dérangent un peu sur les personnages un peu afro qui apparaissent un peu dans les trucs, puisque ça c'est bon, je vais faire un peu du big up. Le film, ça à ma grande surprise, j'ai découvert que le film a été tourné en Afrique, dans 2 pays, la Côte d'Ivoire, et beaucoup de plans ont été tournés aussi au Cameroun, à l'ouest du Cameroun plus particulièrement, l'ouest avec Bafoussam un peu là, j'ai oublié encore le nom des chutes là, les chutes notamment que vous voyez dans le film là, ça a été tourné là-bas, à l'ouest du Cameroun. C'est même l'ouest du Cameroun, Bafoussam et Wotetou, c'est le village de c'est le village de ma mère en fait. et tout, donc beaucoup de plans, surtout les plans dont vous voyez là, ils sont au Cameroun en fait, dans mon pays en fait. Donc c'était assez amusant de découvrir ça, parce que j'étais pas au courant, je ne savais pas, depuis que je regarde Tarzan, je ne savais même pas qu'ils avaient tourné ça au Cameroun à l'époque. Et c'est très c'est très beau aussi, hein. Et même aussi dans l'approche un peu de l'influence un peu que Hugson a pu avoir, on peut voir beaucoup de similarités en ce film-là. En tout cas, dans la manière dont il a été un peu plus structuré avec ce fabuleux film de Truffaut là que je vous recommande là, qui s'appelle The Wild Child, Enfant sauvage, que vous voyez apparaître là, où la structure un peu du scénario de ce Tarzan là, en tout cas Hugh Hudson, à un moment donné, quand il a voulu structurer la deuxième partie, c'est beaucoup inspiré de ce film-là, de François Truffaut, comme vous pouvez le voir un peu dans les scènes un peu qui sont assez similaires un peu. Et ça fait partie aussi des multiples influences du film, hein. C'est un film qui a énormément lancé la carrière de Christophe Lambert. La Christophe Lambert Mania a commencé à partir de là. Je crois que c'était son premier rôle. Il a eu un succès dans le monde entier, pas forcément aux États-Unis comme il le pensait, mais dans le monde entier, ça a un succès quand même assez le truc là. Surtout sa sortie VHS, qui a été énormément repris après et tout. Après, vous connaissez un peu la carrière, comment elle a été un peu dans les années 80, un peu prolifique, avec des films comme Highlander, qui aussi a un peu sorte de culte following, je parle du premier, et comment ça s'appelle, Subway et plein d'autres films. Même si après les années 90 et la suite de sa carrière était un peu beaucoup plus difficile un peu par rapport un peu au choix de films qu'il a su faire, et qui était devenu un peu une sorte de sujet à moquerie, comme il passait même un peu par Guignol, surtout pour le choix de ces films un peu lunaires, un peu comme Beowulf ou Vercingétorix et j'en passe un peu. Il n'en reste pas moins que c'était l'une des stars montantes un peu des années 80, surtout aussi un individu. Quand je vois un peu plus ou moins les interviews du gars, qui a l'air
bon, on ne le connaît jamais vraiment ces gens, mais de ma perspective, un individu qui a l'air qui ne se prenait pas pour une star. Je pense que c'était pas quelque chose qui était très truc, et c'est pour ça que j'ai l'impression un peu que l'industrie du cinéma, c'est quand je parle de l'industrie du cinéma, je parle de agents, producteurs, a beaucoup exploité ce gars dans les mauvaises raisons, ou avec un peu sûrement un agent qui lui disait de faire ce film, de faire ce film, de faire ce film, de faire ce film, et des films qui n'étaient pas forcément bien pour sa carrière. J'ai un peu l'impression un peu qu'il a subi ça dans sa carrière. Et c'est pour ça qu'elle a été ce qu'elle a été. Même si il peut rappeler un peu une certaine forme de nostalgie un peu pour nous, qui avons grandi dans les années 80 avec les trucs, hein. Et Greystoke, en est vraiment un temps, hein. Pour les Genzi qui n'ont jamais regardé ce truc-là, je sais pas si ça vous parlera, mais c'est une fabuleuse réinterprétation un peu de la légende, un peu de Tarzan. La légende un peu de Tarzan, je pense même la meilleure même jamais fait. Je pense que même par rapport à l'animé qui est sorti en 99, quand on me demande quelle est la meilleure interprétation de Tarzan, je dis celle-là. Elle est réaliste, elle est humaine, elle pose un questionnement vraiment social sur qu'est-ce qui fait de notre environnement. L'environnement où on est agrandi, ou le lieu de naissance d'où on vient. Il y a beaucoup ce questionnement là, et c'est pour ça que c'est comment on appelle ça, divisé un peu en deux parties, le rapport de classe sociale, qui sont vraiment les animaux, est-ce que ce sont pas les hommes dans la manière dont ils traitent la nature, ils essaient de contrôler la nature, ou bien les animaux aussi, la cruauté un peu du monde animal. Il y a plein de ces trucs là qui sont questionnés à travers justement le personnage de Greystoke, John Clayton, Tarzan, qui lui est un peu celui qui est entre ces deux mondes et arrive à jongler dans ces deux mondes-là. Et le film le montre très bien. Et c'est pour moi un film encore qui a bien vieilli et qui me parle encore, et que je vous le conseille, hein. Je vous le conseille fortement un peu pour ceux qui sont fans un peu des films épiques un peu de cette époque-là. Je ne sais pas si on pourrait refaire des trucs. Il y a eu la légende de Tarzan qui était sortie en 2016 que je trouvais un peu plus ou moins avec comment il s'appelle là, j'oublie encore l'acteur là, ils sont tellement pleins là, la famille d'acteurs là, j'oublie un peu le nom un peu. Et tout, qui était un peu, je l'avais pas trouvé ouf. Je reste toujours convaincu que le meilleur c'est celui-là. Et voilà quoi. Donc c'était un peu mon sujet Patreon, un peu peut-être mon dernier sujet Patreon du mois de novembre. En tout cas, merci encore à vous de me suivre, merci encore de regarder cette chaîne. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.